Désinformation, ingérence, cyberattaque, comment la lutte s'organise en France pour protéger cette campagne électorale. On en parle avec Michel Vanderberg, qui est le président de Campus Cyber, un lieu dont on a parlé dans Smartech, mais je rappelle, il est né sous l'impulsion du président de la République. Il a été tout récemment inauguré. L'objectif, c'est de fédérer les acteurs de la cybersécurité autour des grands enjeux que pose la criminalité numérique. Avec nous également Lucas Terquem, vous êtes directeur des opérations cybersécurité chez Paddock, qui est une entreprise qui propose de la gestion d'infrastructures, cloud. Donc forcément, à ce titre, vous êtes confronté au quotidien aux enjeux de sécurité des entreprises, mais aussi de leurs utilisateurs. On va commencer par une question très simple que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette campagne électorale dans ce contexte de cybercriminalité ? Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que le monde numérique, c'est qu'un reflet du monde réel et qu'effectivement, s'il y a des malversations qui existaient dans le monde réel, elles iront dans le monde numérique. Donc, on voyait des gens qui décollent les affiches d'autres candidats. Là, il y aura des effacements de sites web. On peut parler comment on appelle ça, de désinformer. Voilà, il y a le problème des deepfakes. Vous savez, on prend quelqu'un qui a fait une vidéo, on remplace ce qu'il a dit en trompant ses propos. Il y a eu, vous vous rappelez, la Macron Leaks. Donc, à partir du moment où donc les fuites de mails, en fait, de documents, voilà, tout à fait, de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avant son élection. Hein. Tout à fait, voilà. Et là, on voit des petits arrangements, on voit des informations qui se sont faites entre les différents partis, etc., etc. Voilà, c'est un peu tout ça sur lequel il faudra lutter. Puis après, il y a le problème aussi des élections par elles-mêmes. C'est-à-dire que vous vous rappelez, quand il y a la ville de Marseille qui a été attaquée, c'était en plein pendant les municipales, et ils ne savaient plus sortir les listes d'hébergement pour pouvoir faire voter les gens, sortir les procurations, etc., etc. Donc ça peut être effectivement un peu perturbé. Ouais. Inquiétude vis-à-vis de cette campagne électorale face à la cybercriminalité qui est montante ? Alors, pour répondre en un mot, non. Puisque c'est quelque chose qu'on a vu arriver, contrairement à ce qui s'était passé en 2017 avec les Macron Leaks, etc. Après, comme vous venez de le dire, il y a effectivement 3 grands axes. En fait, si demain je veux attaquer de façon cyber l'élection présidentielle qui s'annonce, je vais pouvoir attaquer soit les citoyens, en fait, par une manipulation de données, etc. Je vais pouvoir attaquer aussi les candidats ou les partis, ou le cadre. Comme vous venez de dire, sur justement une attaque de la mairie, du système qui est mis en place derrière. Et du coup, je pense qu'on va le développer, mais pour chacun de ces 3 axes, en fait, on a mis en place des systèmes qui vont nous permettre d'être plus résistants et de mieux prévoir ce risque, en fait, et de mieux y réagir en cas d'attaque pour cette donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dangers, mais que finalement, on les connaît, on les a déjà identifiés, donc ça permet de penser aux parades. Ouais, je suis moins d'accord. Je pense qu'effectivement, les pirates sont extrêmement innovants. Il ne faut pas oublier que un parti politique, c'est une PME, en fait, voilà, et qui va se renforcer fortement pendant la campagne, avec plein de gens qui vont arriver plutôt bénévoles, et qu'il suffit d'un maillon faible pour même mettre un peu le Bronx partout. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis on sait parce que parfois, ça passe tout simplement par un phishing, en fait, pas voilà. forcément des attaques très perfectionnées. On reçoit un mail qu'on pense être un mail d'une personne que l'on connaît, on clique, et alors là, c'est terminé, il y a une intrusion dans le système d'information. C'est exactement ça. Donc je pense que les grandes entreprises, effectivement, ont des moyens de détecter des cyberattaques, ont mis des outils en place pour faire justement que les gens n'aillent pas sur des URL malveillantes, etc., etc. Un parti politique, c'est une PME. Les PME sont très mal protégées. Voilà. Donc, effectivement, on a fait le boulot, on a sensibilisé, on a dit qu'il faut faire attention, il faut protéger vos systèmes d'information. Si vous avez un doute, il faut avertir les professionnels de la cybersécurité. Mais voilà, les moyens ne sont pas là et les partis politiques, ils vont consacrer beaucoup d'argent pour pouvoir faire leur campagne et pas forcément pour sécuriser leur système d'information. Donc je suis d'accord, il faut sensibiliser, il faut expliquer, mais il va falloir aussi réagir assez vite. Et alors, il y a une cellule dédiée, je dirais, à la protection de la campagne électorale, Viginum, qui est active et qui protège non pas les sites des partis politiques, ni leur système d'information, mais plutôt les risques d'ingérence. Comment est-ce qu'on peut véritablement s'assurer que cette campagne restera à l'abri d'ingérences étrangères ? Alors, c'est difficile de s'en assurer à 100%, mais en revanche, effectivement, Viginum, c'est un organe qui a été mis en place par l'État, suite à ce qu'on a pu voir, par exemple, sur la campagne de Donald Trump en 2016, où on s'est rendu compte, en fait, a posteriori, qu'il y avait eu énormément d'ingérences de la Russie qui avaient peut-être impacté un petit peu le résultat des élections, et on s'est demandé, en fait, comment est-ce qu'on faisait pour éviter que ça se passe chez nous. Et du coup, c'est un organe qui a été mis en place pour repérer, en fait, pas forcément réagir, mais repérer toutes ces manipulations. Et en fait, ces ingérences, elles vont passer énormément par les réseaux sociaux.
Donc on sait actuellement que, grosso modo, un Français sur deux utilise les réseaux sociaux comme source première d'information. Ce qui veut dire qu'en fait, si demain, en tant que puissance étrangère, qu'on va pas nommer, je décide d'influencer les élections françaises, je vais essayer de passer par les réseaux sociaux pour soit utiliser des informations qui sont un peu, on va dire, publiées par des marges, des partis un peu en marge, mais du coup leur donner un énorme bras de levier en payant par exemple des campagnes de publicité sur Facebook ou autre, ou bien je peux directement amplifier en fait certains discours. C'est ça, ou bien directement en fait agir. Ce qu'on a vu en fait dans la campagne aux États-Unis en 2016, c'est que il y a une agence, pour le coup celle-là elle est identifiée, qui est russe, qui avait concrètement été organisée des manifestations sur le sol américain pour justement créer un peu de, on va dire de conflit ou de confusion dans cette politique-là. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec Viginum, c'est de repérer ces choses-là en amont. À côté de ça, on a des lois qui permettent en fait à l'État d'agir et notamment, théoriquement, de contraindre les plateformes à retirer ou à agir très rapidement. Donc c'est la loi fake news, comme on appelle ça. Donc contraindre les réseaux sociaux à retirer très rapidement tous ces contenus-là. Donc ça va être un premier truc. Est-ce que vous travaillez justement avec cette cellule Viginum ou elle est en totale autarcie ? À titre personnel, je ne travaille pas avec Viginum. Non, pas à titre personnel, mais les entreprises de la cybersécurité. Alors du coup, quand je parle à titre personnel, c'est effectivement nous, PADOC, on ne travaille pas avec, mais en revanche... Au sein de Campus Cyber, comment vous vous organisez justement autour de cette problématique de protection de la campagne ? On ne travaille pas que sur la protection de la campagne, nous on veut travailler sur la protection des PME. Voilà, donc, et faire à ce que les petites entreprises, même le grand public, puissent avoir les mêmes informations et les mêmes protections que les grandes entreprises qui, eux, ont les moyens de pouvoir avoir des experts cyber en interne, etc. C'est-à-dire que la campagne présidentielle, ce n'est pas une mission... C'est la mission de Viginum, voilà. Donc, oui, Viginum, mais aujourd'hui, au sein de Campus Cyber, ce n'est pas véritablement un sujet majeur d'actualité. Non, pour l'instant, les grands sujets d'actualité pour nous, c'est qu'est-ce que seront l'Internet dans 5 ans, voilà, on va sortir un livrable sur l'anticipation. Est-ce qu'on aura un Internet complètement régulé, complètement Far West, complètement green, voilà, c'est le sujet sur lequel on travaille. Il n'y aurait pas de nécessité de mobilisation là, actuellement sur ce sujet ? Si c'est demandé, nous, le principe du campus, c'est que ce ne soit pas un projet immobilier, que ce soit un lieu où il y ait des travaux communs qui se réalisent. Voilà. Oui. Si on nous demande de travailler sur ces sujets-là et de rassembler les acteurs pour mieux protéger les élections présidentielles ou les élections législatives d'après, parce que c'est là qu'il y aurait le véritable test. Vous savez, le vote électronique va arriver aux législatives avec les Français qui sont à l'étranger. Voilà. Oui. La problématique qu'on n'a pas pu expérimenter la dernière fois, justement à cause d'un défaut de sécurité. Et voilà. Pourquoi ? Parce que la problématique, c'est que c'est plus vu que vous qui votez quand vous votez par électronique, c'est votre PC ou c'est votre smartphone. Donc il faut bien être certain que la personne qui s'est identifiée soit bien la bonne personne qui est votée par l'intermédiaire de son moyen électronique. Voilà. Et c'est là, quand on sait le nombre de bases d'identité qui sont achetables sur le darknet, etc., qu'on pourrait avoir plus de votants que de gens réellement inscrits sur les listes. On va refaire voter les morts comme il y a eu quelques années. Voilà. Donc c'est un peu tout ça sur lequel il faudra lutter. Mais je reviens... Et ça c'est un sujet sur lequel on va êtes travailler, mobilisé. tout à fait, voilà, pour être certain qu'il y ait des doubles authentifications et que les gens qui votent sont bien les personnes qui étaient censées voter en utilisant leur technologie. Maintenant, la problématique de la campagne présidentielle, c'est ça va être plutôt la désinformation. Voilà, on parlait de ces defects, ça existe. Et puis, il y a des moyens qui sont fournis par des pays assez importants pour justement donner les moyens à des partis de pouvoir mieux communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a les médias, mais les réseaux sociaux, c'est quand même une grande source d'information pour une grande partie des Français. Et puis, il y a la question quand même de protéger les données confidentielles, non, de l'État ? Ah bah ça c'est clair, effectivement. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la protection du système d'information d'une maison comme l'Élysée, par exemple ? L'Élysée a déjà été piratée, vous vous en rappelez, il y a quelques années, et par un phishing très simple, voilà, pas par une attaque d'un pays. C'est vrai. Voilà, donc, on ne sait pas qui avait attaqué. En tous les cas, le moyen d'attaque était rudimentaire. Oui. Voilà, donc on doit protéger les données sensibles, et on revient à ce qu'on propose nos entreprises, c'est de dire il faut que vous identifiez ce qui est extrêmement important pour vous, extrêmement sensibles, vos joyaux de famille, entre guillemets, et cela mettre des moyens de protection extrêmement importants, voilà, comme on fait avec son argent, quand on a vraiment... Qu'est-ce qu'on a comme moyen de protection extrêmement important, alors ? Qu'est-ce qu'on a comme meilleure protection aujourd'hui sur le marché ? Alors en fait, quand on parle de protection, on va parler de deux choses. Donc on va parler, et là en fait on revient un peu à la présidentielle, on va parler de protection technique. Donc par exemple, comment est-ce qu'on est sûr que les systèmes de vote électronique sont bien sécurisés. Et du coup, ça va passer par énormément d'engagement d'équipes techniques, d'experts
Donc, du coup, ça va être soit former des gens en interne, soit recruter des experts en cybersécurité, et donc, du coup, investir beaucoup dans la formation en amont, soit faire appel à des entreprises du secteur privé, en conseil, etc., pour auditer techniquement le système. Donc ça, on va être sur est-ce que quelqu'un, depuis son ordinateur, depuis la Russie, peut directement aller attaquer le site de l'Élysée. On l'a vu, par exemple, en 2017, pour le site de Marine Le Pen. Elle avait été, en fait, ce qu'on appelle défacée, c'est-à-dire que son site avait été enlevé et quelqu'un avait mis à la place une image avec un message qui peut être politique ou autre. Ça, c'est une attaque assez simple, je crois, non, le défaçage de site? C'est une attaque assez simple. Après, ça demande en fait d'exploiter des failles qui sont assez simples aussi. Et là, concrètement, nous, on voulait justement se poser la question, en fait, au sein de Paddock, de savoir si c'était quelque chose qui allait être possible pendant la campagne. Et donc, du coup, on a été scanner, en fait, regarder un peu tous les sites des principaux candidats. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y avait une énorme prise de conscience. Ça, c'est un truc qui est clair depuis les élections de 2017. Et que, du coup, on avait trouvé qu'en fait, la plupart des sites, qui sont des sites assez simples, en fait, étaient bien à jour et, du coup, peu vulnérables à ce genre d'attaque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, en 2017, on était sur peut-être que c'est un risque. C'est un truc, on sait que ça arrive quelque part. On avait commencé à voir que c'était arrivé pendant la campagne américaine. Donc on se disait, OK, ça existe, mais c'est un peu loin de chez nous. C'est un truc auquel les partis n'étaient pas forcément sensibilisés. Et là... C'est étonnant, parce que bon, Internet ne date pas d'aujourd'hui, les cyberattaques non plus. C'est quand même une prise de conscience très tardive. Oui, mais c'est comme les petites entreprises, on a toujours l'impression que ça va arriver aux autres. Voilà. Et je peux vous garantir que quand j'ai travaillé chez Orange, on a fait beaucoup de réponses à incidents. Vous étiez directeur de cyberdéfense, Orange Cyberdéfense. Oui, tout à fait. Voilà. Et je peux vous assurer que la stupéfaction des gens de se faire cyberattaquer, elle est impressionnante. Même à des très hauts niveaux d'entreprise, les gens se disent, c'est pas possible. Allez, hop, on retourne un bouton et on va refaire démarrer tout ça. Je reviens à la mairie de Marseille, attaque en mars. Ils sont revenus à une situation à peu près normale fin mai. Voilà, donc, et pendant ce temps-là, il ne se passe plus grand-chose. Quand il y a eu les attaques sur les hôpitaux, quand on était à Villefranche-sur-Saône, vraiment une attaque qui a été un peu médiatisée par le président de la République, ils ne sont toujours pas revenus à une situation complètement normale. Voilà, donc c'est extrêmement impactant. Après, pour répondre à votre question, pour protéger, faut revenir à beaucoup de bon sens. On l'a vu par exemple, vous savez, les parrainages, on parle beaucoup des parrainages en ce moment pour la campagne présidentielle. Vous avez vu, c'est fait en papier, c'est trié à la main et c'est mis dans un coffre avec un gendarme qui est devant le coffre pour être sûr que personne ne va toucher à Alors ça, ces c'est papiers. la meilleure sécurité, ça, c'est le papier. Non, pareil avec le numérique, c'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, faire à ce que l'accès à cette information soit réservé aux seules personnes qui ont besoin d'y accéder. C'est ce qu'on appelle la gestion de droit d'accès. Voilà, et s'assurer, et de l'authentification forte, en s'assurant que seules les personnes autorisées puissent le faire et qu'elles démontrent à chaque fois pourquoi elles doivent pouvoir y accéder. Si on fait ça, effectivement, on a une sécurité qui est quasi garantie. Maintenant, on ne peut pas le faire pour toutes les données, d'où l'importance de faire ces audits en disant qu'est-ce qui est essentiel pour l'entreprise, qu'est-ce qui serait cyberattaqué mettrait en danger l'entreprise. Donc ça, c'est un peu les bijoux de famille. Ça, effectivement, on a des moyens d'accès aux données les plus importants possibles. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qu'on conseille aux PME. Toutes les PME, elles ont leurs serveurs qui sont complètement ouverts. En protégeant déjà les fichiers, en disant que seules les personnes autorisées peuvent accéder en écriture sur ces fichiers, ça évite qu'ils soient cryptoloqués. Donc c'est un peu tout ça, revenir à ce qu'on appelle de l'hygiène informatique, pour que, un peu comme on fait avec la Covid, se laver les mains, mettre des masques, etc., etc. Si on fait quelques bonnes pratiques en cyber, effectivement, on remonte au niveau de cybersécurité. Et pour les partis politiques, c'est la même chose. Donc Viginium, la première mission qu'il va avoir, c'est sensibiliser, fournir ce guide de bonnes pratiques pour que les partis politiques qui ont peu de moyens puissent un peu se cybersécuriser. On n'a pas vu encore d'attaque par ransomware, des demandes de rançon aujourd'hui sur des partis politiques pendant la campagne? Pas encore. Pas encore. Il y a un mot d'ordre là-dessus sur faut-il ou non céder au chantage? Parce que je sais qu'au niveau des collectivités, on leur demande de ne pas le faire, mais c'est vrai que ça engage une remise en route assez longue. Oui, on demande de ne pas le faire. Enfin, moi, en tous les cas, mettez-vous. Enfin, je ne parle pas des collectivités, mais pour les petites entreprises, Je crois que c'est combien 45% aujourd'hui des entreprises attaquées en France qui payent la rançon. Voilà. Et ceux qui ne payent pas, 2/3 des postes de bilan. Donc, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise. Voilà, parce que le pirate, il démarre toujours assez fort, à 500, 600 000 euros. Et quand on négocie bien, on arrive à 10 ou 15 000 euros. Parfois, remettre son entreprise en route en payant une rançon de 15 000 euros, ça peut être tentant. Ouais. Et quand on n'a pas le choix, effectivement, moi je comprends, même si je suis un professionnel de la cybersécurité, que les gens le fassent, puisque il y a des entreprises qui sont complètement dépendantes du numérique
et qui ne peuvent pas retravailler si ils n'ont plus accès à leurs données. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que la fois d'après, ils sont extrêmement méfiants et qu'ils investissent un peu pour pouvoir sécuriser leurs données. Et là, on peut imaginer que pendant la campagne, il va y avoir des tentatives de demande de rançon qui vont se multiplier, puisque tout le monde est dans l'urgence de faire tourner son parti. Tout dépend de ce qui sera pris. Effectivement, voilà, si effectivement quelqu'un, comme il y avait eu en 2017, arrive à pirater les boîtes mail des dirigeants des différents partis et ont des informations qui sont croustillantes, entre guillemets, effectivement, ça vaudra de l'argent. Voilà. Et oui, parce qu'on peut imaginer, puisque jusqu'ici, les campagnes électorales, elles ont à chaque fois, il y a eu un rebondissement, mais plutôt d'ordre, je dirais, de la vie courante. On peut imaginer qu'on ait une campagne électorale qui soit bousculée par un événement cyber. On peut l'imaginer. Après, événement cyber, en fait, on peut en parler au sens divulgation d'un fichier. Parce qu'effectivement, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé déjà avec les Macron Leaks dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bon, qui n'ont pas finalement eu d'effet, puisque Emmanuel Macron finit président de la République. Énormément d'effets, mais en fait, ce qui est hyper intéressant derrière, c'est qu'on là, on n'est pas sur un risque technique. En fait, quand on parle de phishing, depuis tout à l'heure, on parle de comment est-ce qu'on sécurise techniquement des systèmes. Et il ne faut pas oublier que la première barrière à tout ça, à tous ces risques cyber, c'est l'humain. Et le premier truc, et en fait la raison pour laquelle je pense que je suis beaucoup plus confiant dans notre capacité à réagir maintenant qu'en 2017, c'est qu'en fait tout le monde est beaucoup plus sensibilisé à ce risque. On en parle depuis la crise Covid, en fait, on a énormément augmenté le nombre d'attaques cyber, mais du coup on en parle beaucoup plus. Donc tout le monde en a un petit peu entendu parler, est conscient que c'est un risque. Et du coup, notamment au sein des partis, le gouvernement a fait un travail de prévention en amont pour avoir des référents cybersécurité dans chaque parti et du coup les éduquer sur les bonnes pratiques d'hygiène sur la partie technique, mais aussi sur la partie humaine. Comment est-ce que, en tant qu'humain, on est plus résistant au phishing, qui est très très simple et qui peut être très dévastateur. Parce que vous avez beau sécuriser tout ce que vous voulez, si j'ai accès à votre mot de passe mail, généralement, si vous n'avez pas mis en place... Oui, puis alors les mails piégeux sont de mieux en mieux conçus. C'est quand même pas si simple parfois de les éviter. Quand on va vite, qu'on est débordé, qu'on reçoit des centaines de mails par jour. Oui, ouais, c'est vrai. Mais du coup, il y a, en fait, on peut éviter une grande majorité qui est assez, on va dire, assez basique. Et après, effectivement, ça devient de plus en plus complexe. Mais déjà, des systèmes de base comme mettre en place la double authentification sur son compte mail, c'est un truc où même si j'ai votre mot de passe, j'ai votre adresse mail, en fait, tant que j'ai pas votre téléphone dans la main, je peux pas me connecter. Donc, j'ai pas accès à ces données-là. Et ça, c'est un truc où on a vu beaucoup de partis politiques qui notamment passaient sur des messageries sécurisées du type Signal, etc. Où en fait, ça... Est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? C'est excellent, mais c'est une bonne chose. Effectivement. Voilà. Déjà, je pense qu'utiliser des messageries chiffrées par des pays qui ne sont pas forcément complètement fermés sur ce qu'on peut transférer comme information, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, Signal, ça permet déjà de s'assurer à ce que vous êtes les seuls à pouvoir lire votre message, puisque la clé est sur votre smartphone. Moi, je vais faire de la pub pour Olvid, parce qu'on a un acteur français aujourd'hui dans la messagerie 100% cryptée. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Michel Vanderberg, je rappelle, vous êtes président du Campus Cyber, et Lucas Terkem, directeur des opérations cybersécurité chez Paddock. À suivre dans Smart Tech, une petite pause, et puis on se retrouve pour parler de finances décentralisées. On va tout expliquer.